Salut à tous, aujourd'hui une vidéo à la neige et à la montagne, sur la neige et la montagne. Bon, je pense que vous êtes plus ou moins au courant que l'être humain a appris à plutôt bien profiter de la montagne et de la neige, notamment en surmontant des contraintes comme par exemple la pente, la température ou la lumière. Mais ça reste un environnement très particulier qui abrite une vie très particulière elle aussi, malgré de nombreuses contraintes. Donc on va voir ça ensemble. Bon, sans faire la liste de toutes les contraintes, on peut quand même en citer quelques-unes. On l'a déjà vu, le froid, même si c'est plus généralement toutes les températures, parce que celles-ci peuvent être très élevées, notamment en plein soleil. C'est aussi un milieu qui est relativement pauvre en nutriments, et même l'eau peut ne pas être disponible puisqu'elle peut être gelée ou sous forme de neige. Le manteau neigeux aussi représente une contrainte puisqu'il peut empêcher la lumière d'atteindre le sol, mais complètement à l'inverse, ça peut être un milieu très lumineux. Une autre contrainte, ça peut aussi être les contraintes mécaniques, donc par exemple le vent qui peut souffler très fort, la neige en elle-même et notamment sous une forme très destructrice que nous aussi on connaît, les avalanches. Bon, plus généralement, c'est vraiment un milieu qui est très changeant, très exigeant et en moyenne, on retrouve un petit peu moins de biodiversité que dans d'autres milieux. Bon, la vie en général a trois grandes manières de gérer ces contraintes, la migration, l'hibernation ou en tout cas une forme de dormance et le vivre avec. Bon, les deux premières consistent globalement à éviter la période la plus contraignante. Il y aurait énormément de choses à dire dessus, mais franchement là on va plutôt se concentrer sur celles qui décident d'affronter la neige. Bon, la neige c'est déjà un écosystème complet avec un réseau trophique, c'est-à-dire une chaîne alimentaire qui va des algues jusqu'aux top prédateurs et qui tous parviennent à survivre dans ces conditions. Alors j'ai prévu un jour de vous faire une autre vidéo sur qu'est-ce qu'un réseau trophique, mais pour l'instant ça vous laisse imaginer l'infinité de solutions mises en place par toutes ces espèces. Alors ça serait impossible, ne serait-ce que d'en faire un résumé aujourd'hui, mais l'objectif c'est plus de vous donner quelques exemples pour attiser un petit peu votre curiosité et pourquoi pas faire une autre vidéo plus tard. Allez, c'est parti pour les animaux. Voilà. Donc là, comme vous le verrez, j'ai eu un petit problème de micro, donc je vous ai fait un petit playback. Je pense que vous devez aussi connaître et surtout pratiquer les deux premiers exemples qui sont plus de poils et plus de gras. Alors certains animaux ont ce qu'on appelle des fanères, c'est-à-dire en l'occurrence les poils ou les plumes, qui sont spécialement adaptés au froid et qui leur permettent par leur densité, leurs caractéristiques ou leur disposition de s'isoler des températures et de rester bien au sec. Et bon, pour le gras, on connaît bien, ça isole aussi et ça constitue des réserves quand les ressources sont limitées. C'est aussi beaucoup plus compliqué de se déplacer en hiver, par exemple parce qu'on peut s'enfoncer beaucoup plus facilement dans la neige, et donc certaines espèces ont des pattes qui sont élargies, alors soit morphologiquement, soit à l'aide de poils ou de plumes, ce qui leur permet d'augmenter leur portance, et ce que l'homme imite très bien avec des raquettes par exemple. Bon, plus connu, il y a aussi le camouflage de certaines espèces, qui ont adopté le blanc pour mieux se confondre avec la neige et éviter d'être vus. Enfin, un exemple un petit peu plus original, avec la diminution de la surface corporelle par rapport au volume de l'animal, et ce pour limiter les échanges thermiques entre la peau et l'air, donc d'éviter de se refroidir et donc d'économiser de l'énergie dans le maintien de ce que l'on appelle l'homéothermie, c'est-à-dire la température constante à l'intérieur du corps. Un bon exemple de ça, c'est les manchots, qui ont donc une surface de contact réduite avec l'air, avec un rapport volume-surface optimisé pour le froid, avec par exemple leurs ailes atrophiées. C'est à peu près ce qu'on appelle la règle d'Allen, mais je vous laisse chercher si vous souhaitez en apprendre un peu plus. Alors on va rester avec les manchots, et ça me permet d'introduire un dernier exemple de solution qui est cette fois-ci comportementale. Alors vous savez, je pense que vous l'avez déjà vu, quand les manchots se regroupent les uns contre les autres, eh bien c'est bien pour résister au blizzard et donc au froid, et donc d'économiser de l'énergie. Et bien on appelle ça une tortue. Et la température au sein d'une tortue, elle peut monter jusqu'à 37 degrés. Bon, là je vous disais que les animaux c'est vraiment bien, certes, mais que les plantes c'est franchement mieux, et donc on va voir ça tout de suite. Alors je suis pas objectif, mais j'adore les plantes, c'est vraiment des organismes extraordinaires, avec une complexité insoupçonnée qui se cache derrière une sorte de simplicité parfaite. Donc pour revenir au sujet,
Une des adaptations que je préfère, c'est une adaptation morphologique chez certaines espèces qui en fait vont pousser en forme de coussinet ou en forme de rosette, ce qui va leur permettre de répondre à plusieurs contraintes en même temps. En fait, ça va protéger l'intérieur de la plante du vent et de la lumière en excédent, ce qui va limiter ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire la perte d'eau par la plante, ce qui va éviter son dessèchement. Et ça fonctionne en maintenant une couche d'air humide, proche des organes de la plante et en plus à une température un peu plus proche de l'idéal. Bon, sinon, il y a certaines plantes qui sont carrément capables de résister à la congélation, donc soit en produisant des protéines antigel, soit en augmentant la concentration à l'intérieur des cellules de certaines molécules, par exemple du sucre, ce qui va abaisser la température de congélation de la plante. Donc, une fois qu'elles ont résisté à la congélation, certaines espèces sont même capables de continuer à produire des feuilles et même des fleurs tout en restant sous la neige. Ça, c'est notamment possible parce qu'en moyenne, les espèces de ce type de milieu ont un système racinaire un peu plus développé, ce qui leur permet de stocker plus de réserves. Bon, j'aurais pu continuer à vous parler de plein de trucs, par exemple des champignons qui sont très abondants dans ce type de milieu, de certaines algues qui ont des capacités de déplacement assez impressionnantes dans la neige, ou même des bactéries extrémophiles. Mais franchement, je suis quand même en vacances, donc je vais continuer d'en profiter. Bon, on a fait qu'effleurer un sujet qui est franchement passionnant. Bon, en fait, comme tout le reste. Mais bon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à proposer des suggestions pour d'autres vidéos. En tout cas, allez-y, allez liker celle-ci et on se retrouve sur les réseaux de la chaîne, donc Instagram et Discord. À bientôt.